Traînons un peu entre les ponts si tu veux nous dériver. Giovanni qui nous présentera une conférence. Elle vient de l'Université Laval. Giovanni est assistante de recherche pour Annie Pilote, qui a été subventionnée par le concours du CNFM en 2010. Très heureux de te recevoir, Giovanni. Voilà, donc juste pour vous dire que c'est la première conférence d'un cycle de 5 conférences étudiantes. Pour les étudiants qui sont là, n'oubliez pas de faire fonctionner votre carte de leader étudiant. Voilà, pour votre participation, vous pouvez aller voir le deuxième après. Et voilà, bonne conférence à tout le monde. Merci tout le monde d'être ici. Est-ce que ça va si je porte pas de micro? Est-ce que vous m'entendez bien? Je me sens plus confortable, puis il me semble que ça fait davantage une discussion qu'une conférence magistrale devant vous. Ce projet de recherche-là s'inscrit à l'intérieur d'une recherche plus large que Madame Pilote a menée à l'Université de Moncton, l'Université Laval, l'Université d'Ottawa et l'Université de Calgary avec d'autres minorités francophones du Canada. Mais avec le soutien du CRFM, ce qu'on a pu faire, c'est d'aller plus en profondeur dans l'échantillon. En fait, chez les jeunes du programme d'éducation français de l'Université de Regina. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont participé à l'enquête ici. J'espère que mes propos vont bien représenter vos témoignages. Mais peut-être, je sais que c'est une petite communauté, donc j'espère que vous allez pouvoir m'enrichir lors de la période de questions. Et puis, si vous avez des questions durant la présentation, soyez bien à l'aise de m'arrêter. On n'est pas beaucoup, puis je pense que ça peut être juste plus enrichissant. Donc, la présentation s'intitule « La construction identitaire durant un programme de formation universitaire en éducation du français en milieu minoritaire francophone, un portrait de jeunes de la Française-Coisie ». Donc, comme vous le savez certainement, la continuité linguistique chez les francophones est un enjeu important pour les communautés minoritaires. La reproduction et le développement de la culture et de la langue des minorités francophones passent par la famille, donc par la socialisation familiale, mais également par l'éducation. Donc, l'éducation de langue française en milieu minoritaire est vue comme un moyen de reproduire les identités francophones, mais également sert de rempart pour atténuer les dynamiques anglicisantes du milieu ambiant. Depuis 82, dans la Charte des droits et libertés, vous le savez certainement aussi, par les articles 20 et 23, l'enseignement, l'éducation française est un droit, mais cela ne s'applique pas à l'éducation postsecondaire. Donc, lorsque c'est bien reconnu dans la recherche que l'école a beaucoup d'effets sur la transmission de la langue et de la culture francophone, il importe d'avoir des enseignants formés à accomplir finalement cette tâche à l'école. Donc, c'est pourquoi notre recherche s'intéresse beaucoup à la formation des maîtres en langue française en milieu minoritaire, donc ici à l'université, dans la lutte identitaire, linguistique et culturelle des minorités francophones du Canada, mais plus particulièrement de la Saskatchewan. Donc, c'est pourquoi notre objet d'étude est la construction identitaire d'étudiants universitaires francophones inscrits dans un programme d'éducation du français en milieu anglophone. Lorsqu'on a fait une recension des écrits, on s'est rendu compte qu'il y a peu de recherches qui s'intéressent à la question de la formation en éducation en milieu minoritaire francophone, mais également, il y a peu de recherches qui vont s'intéresser aux jeunes adultes en milieu universitaire. Donc, la plupart des recherches que l'on a trouvées dans notre recension des écrits s'intéressaient à l'expérience des enseignants en milieu minoritaire au Canada, mais également sur l'expérience, la construction identitaire des jeunes aux études secondaires, donc pas universitaires. Ce que la littérature nous dit par rapport à l'expérience des enseignants, c'est que, par exemple, la Fédération canadienne des enseignants sur les défis des enseignants en milieu minoritaire, donc Gilbert et Hall en 2011, nous révèle que les futurs enseignants ne sont pas suffisamment outillés pour faire face aux réalités minoritaires. La Plante, en 2001, affirme que les enseignants ont des difficultés à faire vivre aux élèves les aspects plus culturels et politiques de la mission éducative en milieu minoritaire francophone. Et Guérin-Lajoie, en 2004, constate que les enseignants se considèrent davantage comme des agents de transmission de savoir plutôt que comme des agents de reproduction linguistique et culturelle. Donc, lorsqu'on parle de la culture francophone, souvent à l'école, ça va être davantage la notion plus folklorique de la culture plutôt que la notion plus politique. Donc, on va par exemple faire
des repas avec les mets traditionnels, en mettant les cow-boys, non, ça c'est au Québec, désolé, en mettant la musique traditionnelle des cultures, on va faire ressortir les habits, tout ce qui est un peu plus comme folklorique et moins politique, qui est moins sur l'identité même de la culture. Également, je vous disais qu'il y avait plusieurs recherches sur l'identité linguistique et culturelle des jeunes. On peut penser aux recherches de Guérin-Lajoie encore, d'Dallaire et Roman, de Deveau, Dallaire, je vous passe tout ça. Mais la plupart des recherches sont de type qualitatif et vont s'intéresser beaucoup à l'expérience scolaire des jeunes, à la formation secondaire, en reconnaissant le rôle de l'acteur du jeune dans la création de son identité. Donc, le jeune y réfléchit et il fait des choix identitaires également. On va y revenir tout à l'heure. Donc, deux résultats qu'on a retenus de ces recherches-là sur l'expérience scolaire des jeunes, c'est que leur identité est en constante évolution et notamment lors de leur passage au secondaire, puisqu'ils sont en pleine, pas de crise d'adolescence, mais en pleine adolescence, donc on bouillonne un peu et c'est là que l'identité se forge. Et également, ce qui ressort beaucoup, c'est malgré les multiples identités que l'on retrouve chez les jeunes, il y a beaucoup l'identité bilingue qui est de plus en plus apparente dans la recherche comme un nouvel état identitaire. Guérin-Lajoie nous dit « Le sens accordé à la notion d'identité bilingue varie d'un jeune à l'autre et que pour certains d'entre eux, leur rapport à la francophonie demeure très fort, malgré le fait que les pratiques langagières montrent une nette préférence pour l'anglais. » Donc, ce type d'identité-là ressort beaucoup des écrits des dernières années chez les jeunes au secondaire. Donc, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait peu de recherches justement sur la formation et qu'on sait l'importance de la formation pour préparer les enseignants à leur rôle de transmetteurs linguistiques et culturels, si je peux dire, on a élaboré 3 questions de recherche qui sont: quel est le profil identitaire d'étudiants au programme en éducation du français en contexte minoritaire francophone? Comment le parcours de ces étudiants influence leur construction identitaire linguistique et culturelle? Et comment ces étudiants prennent en compte les frontières linguistiques dans la construction de leur identité au fil de leur formation universitaire? Donc, les ancrages conceptuels, je fais un petit résumé parce que on a compris l'identité sous l'angle de l'interactionnisme symbolique, comme étant une forme négociée entre la socialisation linguistique, familiale et scolaire et les choix identitaires des individus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela, c'est que l'identité est formée par 2 éléments principaux qui sont les catégories d'appartenance collective et les catégories d'appartenance subjective. Les catégories d'appartenance collective, donc, sont formées de frontières internes qui sont les éléments transmis lors de la socialisation primaire, donc dans la famille, tous les éléments subjectifs de la symbolique de la culture francophone qui peuvent être transmis par la famille ou par l'école, mais également les catégories d'appartenance collective sont formées de frontières externes, dans le fond, qui sont construites lors d'interactions avec d'autres groupes, des autres groupes avec le grand A, qui peuvent créer des frontières imaginaires qui délimitent les différents groupes. Donc, par exemple, je viens d'un petit village rural dans l'est du Québec, et pour moi, je croyais que tous les gens dans le monde parlaient en français, parce que dans mon village, tout le monde était blanc et parlait en français. Donc, je croyais aussi que tout le monde était blanc et parlait en français, jusqu'à ce que je me rende compte que non, qu'il y avait des différences, que d'autres personnes parlaient d'autres langues. Donc là, c'est là que j'ai reconnu finalement mon identité francophone face à l'autre. Donc, il y a des frontières externes également qui peuvent se créer et qui peuvent nous aider à forger, développer notre identité. Donc, on peut dire que les identités ne sont pas seulement ancrées dans la socialisation, donc comme un cadeau que l'on reçoit et qui est là en tout temps, mais également qu'elles se construisent et se modifient au fil des interactions sociales et de notre expérience. Mais également, on a des appartenances subjectives à notre identité. Donc, les individus, en tant qu'êtres conscients, réfléchis, capables de faire des choix rationnels, pas toujours, mais parfois, les individus peuvent définir leur identité en fonction de leur subjectivité et du sens qu'ils vont leur donner. Donc ça, c'est beaucoup les travaux de Dubé qui ont développé ça sur sa sociologie sur l'expérience. Donc, dans notre recherche, ce qu'on revient à dire, c'est que l'identité est le fruit du... Attends un petit peu, je crois que j'avais mis la définition. L'identité est le fruit d'une négociation entre le processus de transmission réalisé notamment par l'héritage d'identité issu par la socialisation familiale et scolaire, mais également
d'un processus de subjectivation exercé par la créativité et la capacité critique des acteurs par rapport à soi. Donc, vous aurez compris, comme je le disais, que pour nous, l'identité est vraiment influencée par le paradigme de recherche interactionniste et n'est pas seulement que prescrit à la naissance, mais se construit tout au long de la vie à travers les interactions sociales et leur subjectivité des acteurs. Si j'applique ce concept-là à notre recherche, sur laquelle je vais amener les résultats, ce serait que nous avons tenté de saisir le processus de négociation identitaire, linguistique et culturelle des participants, donc des étudiants au programme de formation de français ici à l'université, principalement lors de leur formation universitaire, en prenant en compte leur interaction et les réflexions quant à leur identité. Donc, comment on a fait ça? On a procédé à 6 entretiens biographiques semi-dirigés. Donc, n'oubliez pas, cette recherche-là s'inscrit dans une recherche plus large. Donc, au départ, il y avait davantage d'entretiens avec tous les étudiants qu'on a interrogés dans les autres universités. Mais vraiment, ici, on est allé en profondeur avec 6 étudiants inscrits dans le programme de formation en éducation du français ici, afin de recueillir leur récit de leur parcours éducatif, mais principalement leur parcours universitaire. Donc, on a fait une analyse multicode de leur parcours, et puis même si l'échantillon est petit, étant donné que c'est un groupe stratégique assez homogène avec, par exemple, tous avaient fréquenté une école secondaire francophone, tous venaient de milieux minoritaires francophones en Saskatchewan, ils partageaient certaines caractéristiques précises. Donc, entre autres, comme je vous le disais, ils étaient tous étudiants à l'université ici, il s'agit de 5 femmes, un homme. Je crois que c'est un peu la même statistique ici en Saskatchewan, comme au Québec. Je pense que c'est une tendance mondiale. On retrouve davantage de femmes que d'hommes en éducation. Le profil linguistique, peut-être pas mondial, mais du moins au Canada. Linguistique, 6, tous ont fait leur secondaire en français. 4 d'entre eux avaient 2 parents francophones et parlaient le français à la maison. Et 2 d'entre eux avaient un parent francophone, l'autre anglophone, et parlaient surtout l'anglais à la maison. Je suis maintenant rendue à la partie des résultats de recherche que j'ai divisé en 3 parties finalement. Je vais vous parler du profil identitaire des participants, des frontières linguistiques et identitaires qu'ils ont vécues lors de leur formation universitaire. Parce que n'oubliez pas, le but, nous, c'était d'aller voir si leur formation les préparait finalement à leur rôle un peu de transmetteur de culture et de langue francophone durant leur parcours. Donc, c'est ça qui nous intéressait particulièrement. Et puis, justement, le 3e point, on va voir comment leur identité a évolué lors de ce parcours universitaire. En premier lieu, on a fait une analyse multicode de chacun des participants. Et puis, on a essayé de placer chacun des cas à l'intérieur d'une typologie qu'avait élaborée Madame Annie Pilote lors de sa thèse de doctorat, mais également dans des recherches suivantes, finalement, la thèse, on avait peaufiné un peu son profil type, sa typologie, de profil type de construction de l'identité. Dans le cadre de cette recherche, 2 profils types sont ressortis. Il s'agit du profil affirmationniste et bilingue polyvalent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le profil affirmationniste, d'abord, est-ce que vous me suivez? Oui? C'est bon, je vous ai pas perdu? OK. Je suis partie. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, je suis là. OK, donc le profil affirmationniste, et ce sont des personnes qui ont un souci d'affirmation de l'identité, qui est défini en référence à leur langue et à leur culture d'expression française, conformément aux valeurs mises de l'avant par leur famille et leur collectivité franco-minoritaire. Également, ils ont un besoin d'affirmation vis-à-vis le groupe majoritaire. Donc ici, en Saskatchewan, c'est le groupe majoritaire anglophone. Ils sont très fiers de leur identité francophone et ils sont engagés pour promouvoir leur langue française au sein de leur communauté, mais également dans leur milieu scolaire. Et ils luttent finalement pour la survie du français. Le 2e profil identitaire qui est ressorti du parcours des participants est celui de bilingue polyvalent. Chez les bilingues polyvalents, on a une plus grande polyvalence quant à l'élaboration de leur identité. C'est ici qu'on peut voir un peu l'identité bilingue dont je vous parlais tantôt ressortir. Mais ils vont
ils vont autant participer aux groupes majoritaires que minoritaires, mais ça ne s'agit pas de se conformer aux attentes des autres. Ils vont adhérer partiellement aux identités en fonction, un peu plus comme une forme stratégique finalement. Donc si on va parler en anglais lorsqu'on sait qu'il y a peut-être des chances par exemple de trouver un emploi. On va jouer un peu avec les identités en fonction de l'utilité qu'on en voit. Ça permet d'assurer la continuité biographique familiale, mais également de s'adapter à la société anglophone dans laquelle ils sont quotidiennement, ils font quotidiennement l'expérience à tous les jours. Donc, pour eux, ils sont un mélange un peu comme de deux cultures, puis ils sont aussi fiers, là, je prends une citation d'une participante, je suis vraiment un mélange de deux cultures, je suis aussi fière de la partie anglophone que de la partie françaiscoise. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on a essayé de trouver le profil type de chaque participant, c'est que la ligne était très mince entre les affirmationnistes et les bilingues polyvalents. En fait, il y avait des grandes ressemblances dans tous les parcours de nos participants. Ils avaient tous un fort attachement envers la langue de la culture francophone. Ils se définissaient tous comme françaiscois. Et donc, puisque la frontière entre les deux idéotypes était mince, donc, on a décidé d'élaborer un nouvel idéotype qui est les affirmationnistes stratégiques. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en haut. Et ce nouveau type-là, finalement, regroupe les deux idéotypes qui avaient été élaborés à la base par Madame Pilote. Donc, également, durant leur parcours de formation universitaire, les participants, les étudiants ont été confrontés à deux grandes frontières linguistiques et identitaires qui sont venus soit développer ou forger leur identité francophone. D'abord, il y a la frontière créée par rapport aux anglophones majoritaires ici en Saskatchewan. Par exemple, je vous cite un étudiant, ce qu'il nous a dit. « Quand j'ai sorti de l'école secondaire et que je suis allée à Regina, on était comme deux francophones dans tout le programme et j'ai commencé à me sentir encore plus francophone. » Donc, le fait d'être, probablement que cet étudiant-là était issu d'une municipalité francophone en Saskatchewan, donc avec une école secondaire francophone, avec une famille francophone, donc le français était vraiment la langue prioritaire dans son quotidien. Et là, il se retourne à Regina, et là, ça change. Donc, la rencontre de l'autre, de l'anglophone à tous les jours vient finalement renforcer son identité, sa frontière francophone. Cela dit, ce qu'on remarque au travers le discours des participants, c'est que malgré le fait, qu'on parle de frontières, la relation est harmonieuse avec la majorité anglophone. Ils franchissent cette frontière à chaque jour, donc ils n'ont pas le choix. Donc on sent pas qu'il y a de rivalité. Puis l'anglais, anyway, comme je vous l'avais dit, n'est pas complètement rejeté. Ils s'en servent justement de façon stratégique et utilitaire. Une personne nous dit également, c'est la langue qui me permet de travailler, qui me permet d'être mobile dans la société, qui me permet de parler la langue internationale, évidemment. Donc également, la deuxième frontière la plus saillante finalement qui est ressortie des données, c'est la frontière à la francophonie majoritaire, finalement, les Québécois. Parce que, comme vous savez, à l'intérieur de leur programme d'études, je crois, vous me le direz si je me trompe, mais ils ont à faire une session ou un an? Deux sessions, OK, à la deuxième année d'études, d'immersion francophone, finalement, au Québec. Et au départ, de ce qu'on relève dans les données, les étudiants semblaient s'associer à la majorité francophone québécoise aux Québécois, finalement. D'abord, ils ne se sentent, quand ils sont au Québec, ils ne se sentent pas reconnus comme étant francophones. Donc, ils doivent se battre, mais convaincre les gens qu'ils sont réellement francophones. Donc, ce qui vient encore plus renforcer leur identité de francophone lorsqu'on a à le défendre, surtout quand tu es en présence de francophones. Mais également, quelque chose qui est très intéressant, c'est que le fait d'être dans une majorité francophone est venu dessiner les contours ou renforcer leur identité de minoritaire. Donc, et
ça, c'est quelque chose qui est très intéressant qui est ressorti des données. Et puis bon, ce qu'il nous dit, c'est plus facile de créer des liens avec les autres minorités francophones au Canada qu'avec les Québécois. Et puis également, le Gilbert, en 2012, a relevé la même chose dans son étude sur les minorités francophones en Ontario. Il y a aussi l'importante frontière de la politique là, avec tout le nationalisme québécois et le mouvement indépendantiste, qui n'est pas vraiment compris ou reconnu par les participants. Donc ça l'aide aussi à se distancer des Québécois. Je trouve intéressant ici de vous lire quelques citations. Donc, une étudiante nous dit « Je me trouve encore plus comme une minorité au Québec. Tout le monde pense que je suis anglophone, alors je pense que je deviens plus une minorité. » Une autre nous dit « Je me sens comme intimidée à parler en français ou je me sens mal à l'aise au Québec, alors j'essaie de travailler mon français, pour le perfectionner. En Saskatchewan, je me considère avec un niveau de français élevé comme une vraie francophone. Ici, je considère mon français intermédiaire. » Donc ici, elle parle au Québec, probablement qu'au moment de l'entrevue, elle était au Québec. Et également, une répondante nous dit « J'ai fait des voyages au Québec à quelques reprises. Au Québec, je ne suis pas à l'aise parce que je ne suis pas minoritaire. » Donc là, c'est un peu un discours différent, mais on voit encore que l'identité minoritaire est forgée lors de ce stage-là, lors de la rencontre du Québécois. Ça me fait drôle de dire ça comme ça, mais ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'on se rendait compte aussi à l'intérieur des données, c'est qu'ils ont un très fort attachement à la Saskatchewan, à leur province. Donc, comment ils se définissent? C'est vraiment comme en tant que francophone, issu d'une minorité, et qui habite en Saskatchewan. Donc, c'est vraiment le terme franc-saskois qui est ressorti des données. C'est pas une minorité francophone au Canada, c'est pas un Saskatchewanais. Non, c'est un franc-saskois. Donc, les rapports d'altérité vécus avec les deux majorités permettent d'affirmer et de préciser l'identité franc-saskoise. Donc, oui, on peut dire que durant leur parcours de formation, il y a vraiment eu une évolution de leur identité, et c'est venu forger finalement davantage les frontières. Et est-ce que je le dis là ou je vais le garder pour plus tard? Donc, l'évolution identitaire a été modifiée et au cours de leur formation, ils ont développé un fort attachement à la langue et la culture francophone. Puis, si elle était là au départ, donc elle a été renforcée. Ça leur a permis de prendre conscience également du statut fragile du français, de son importance dans leur vie et pour les générations futures. Ça, c'est ressorti beaucoup des données lorsqu'ils nous parlaient de leurs professeurs à l'université, qui venaient leur rappeler l'importance du français et justement de l'importance de la lutte pour la survie du français en contexte anglophone au Canada. Et puis, un répondant a affirmé que son identité franc-saskoise s'est renforcée. Bon, lui, il l'a vraiment dit. C'était vraiment son parcours qui l'a aidé là, à s'identifier encore plus à être franc-saskois. Également, donc comme je le vous disais, ils souhaitaient leurs professeurs à l'université les a vraiment beaucoup aidés à les sensibiliser à la promotion et à la lutte du français. Et plusieurs répondants ont dit même qu'ils souhaitaient devenir enseignants de français pour justement promouvoir le français et assurer sa survie en Saskatchewan. Donc on voit au travers cette étude l'importance de la socialisation scolaire, mais également universitaire dans la construction identitaire des jeunes adultes en contexte minoritaire. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que le parcours des jeunes sont marqués en deux tensions, qui sont de type individuel dans la construction identitaire et la réussite de leur parcours scolaire et professionnel, bien évidemment, mais également un enjeu collectif de protection et de développement de la langue et de la culture d'expression française. Donc, je me souviens plus si j'ai un autre... Non. Je vais continuer quand même sur ma conclusion. Donc, ce qu'on se rend compte, si on compare les résultats de notre recherche à la recension, aux autres recherches, finalement, que je vous ai parlé tout à l'heure lors de la recension des écrits, on se rend compte qu'il y a une moins grande diversité de types de parcours et de profils identitaires qu'au sein des autres recherches que je vous ai présentées. Probablement parce que notre corpus, notre échantillon était plus petit que les autres recherches. Également, leur parcours était plus homogène. Donc, on croit que ça peut être pour ça. Et puis, également, c'est peut-être parce que les jeunes adultes qu'on a interrogés étaient au niveau universitaire, qui est une période propice finalement à la construction identitaire, à la stabilisation identitaire également, parce que c'est une étape de transition et une mobilisation qui s'inscrit dans le parcours d'acquisition de l'autonomie vers la vie adulte.
Donc, il y a un détachement de la vie familiale, du milieu d'origine. Donc, c'est là qu'on vient vraiment, finalement, ancrer notre identité. Et ça, je vous dis ça parce que, contrairement aux autres études qui sont davantage au niveau secondaire chez les jeunes, là, où l'identité peut être plus fragile, en processus de. Donc, c'est peut-être pour ça ces études-là ont relevé davantage d'identité type, finalement, dans leur recherche. Donc, on peut dire que notre étude a permis de constater l'importance de la socialisation scolaire et universitaire en français dans la construction identitaire. Donc, on croit que les enseignants en milieu minoritaire ont un rôle majeur puisque les enseignants en milieu minoritaire ont un rôle majeur concernant la vitalité des communautés francophones au Canada et que pour bien remplir ce rôle, une formation adéquate est nécessaire. La formation doit franciser et développer chez les élèves un sentiment d'identité culturelle et d'appartenance communautaire. Les jeunes étudiants doivent se sentir pleinement concernés par le débat concernant la francophonie canadienne tout en respectant leur choix identitaire. Donc, nous croyons qu'à travers l'éducation de l'individu et de sa conscientisation aux enjeux sociaux, c'est le développement de la communauté et de l'identité de la langue française qui doit être visé. Donc, contrairement à certaines études qui relèvent que les enseignants reconnaissent peu leur rôle d'agent de socialisation et de médiateurs, finalement, de la culture et de la langue francophone, les répondants de notre étude considèrent leur rôle d'agent de transmission linguistique et culturelle. Et cela est en partie grâce à la formation universitaire ici à l'Université de Regina. Donc, voilà, c'était ma présentation. Et puis, il faut toujours faire bien attention ici dans ce genre de recherche qualitative-là, avec un nombre petit de participants, de ne pas généraliser les résultats. Ça nous aide à comprendre davantage cet objet d'étude-là, mais bon, on peut vous féliciter pour le programme parce que les résultats nous montrent, c'est super beau, mais faut garder en tête que faut pas accorder ça à tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez démarré la conférence en parlant de l'importance des écrits. Que les enseignants sont généralement mal ici, ouais. Carrément de transmission au niveau de politique. Et donc, nécessairement des agents de transmission. Ils se considèrent plus comme des agents de transition de savoir que de culture. Mais est-ce que votre étude est sur est-ce que vous avez trouvé des éléments dans le cadre du programme autre que le stage qui permettent d'étudier les élèves, les étudiants orientés minoritaires ou qui leur quel type de transmission de culture politique est fait? Ou c'est vraiment partie de l'expérience au Québec? Nos questions de recherche étaient vraiment sur la construction identitaire, linguistique et culturelle. Donc, la construction identitaire, c'est beaucoup, comme on l'a vu dans notre cadre théorique, en fonction des frontières internes et externes qui vont se créer. Mais également, ce qui ressortait peut-être plus à l'intérieur du programme, c'était les professeurs qui leur faisaient prendre conscience, finalement, de l'importance du français, de la survie, également des enjeux plus politiques, finalement. Mais non, on n'a pas eu de... Je connais presque les données par cœur, puis je me souviens pas qu'à un moment, on ait eu vraiment un outil qu'ils ont reçu qui les aiderait particulièrement dans l'enseignement. Cela dit, le rapport de la Fédération canadienne des enseignants sur les défis des enseignants en milieu minoritaire, je crois qu'ils en sortent plusieurs. Ça a été fait en 2011, donc je pense que c'est encore actuel. Pendant le parcours, avez-vous fait les entretiens? C'était dans leur deuxième année à la base? Oui. Ils avaient fait c'était terminé, ils avaient fait leur, donc c'était pas la fin même, hein? Ah, peut-être, oui. Ah, ça c'est... Alors ça aide un peu à conceptualiser. Axe beaucoup là-dessus. C'est intéressant de voir que dans les autres recherches, que celles qui s'intéressaient davantage aux enseignants,
ils voyaient pas leur rôle finalement de transmetteur, puis ils se disaient pas outillés à ça, alors que nous, les étudiants, puis comme vous avez l'air à le démontrer, sont vraiment formés à ça ici. Donc peut-être que les autres études également ont été faites pas seulement à l'université ici. Avec, c'est... des autres éléments à prendre entre l'intégration des cours sur le technique humanitaire, sur les programmes bac, sur le plan transhumanité, c'est la forme en 2004, peut-être, oui, il y a quand même 10 ans. Mais le rapport est toujours celui qui relève vraiment ça, et est en 2011. Donc, ça fait 3 ans. Mais vous êtes probablement mieux informé que moi. Je me spécialise avec les peuples autochtones. Traînons un peu entre les ponts, si tu veux, nous dériverons en reportant sans plus tarder tous les projets de la Dans leur formation au niveau secondaire, c'était tous des gens qui venaient d'une petite collectivité, d'une petite communauté francophone. Donc, une école secondaire francophone. Est-ce que je réponds à votre question? Filons à l'aise, qu'espérons-nous à marcher? Rien du tout. C'est pas ressorti des données puisque nos sites répondants venaient pas d'un milieu plus urbain. Donc, ce n'est pas de originaire ou de Saskatoon. Il y a vraiment des petites communautés francophones. Si l'on se perd en chemin, on s'en fout. Mais merci beaucoup. On s'en fout. D'être à l'heure au rendez-vous, on s'entendra sur les raisons d'une brouille sans motivation dont nous aurons